Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Dernière ligne droite avant les oraux du bac qui auront lieu du 19 au 30 juin. Alors comment préparer au mieux cette ultime épreuve? Comment gérer la pression et surtout soigner sa timidité? On en parle dans un instant avec nos invités. Ils viennent de remporter le prix Éveil pour la citoyenneté. Deux lycéens et leur conseiller principal d'éducation nous feront le plaisir de faire le déplacement depuis l'Auvergne pour venir nous parler de leur engagement sur ce plateau. Enfin, fin de l'année oblige, c'est le début des kermesses dans les écoles. Loïc Landreau nous racontera leur histoire. Loïc, on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ces annonces d'emploi qui pullulent sur les sites spécialisés et aussi les réseaux sociaux. On embauche des profs par milliers. Et c'est un peu nouveau effectivement de trouver des annonces pour recruter des enseignants sur ces canaux-là, mais cette année particulièrement, on le sait très bien ici, les concours n'ont pas fait le plein du tout, surtout dans le premier degré. Du coup, plusieurs académies ont tout simplement décidé de passer par Pôle emploi, celles de Versailles, Créteil et Paris particulièrement. Mais ce sont en tout 1450 propositions d'embauche de professeurs des écoles qui sont publiées à l'heure où nous parlons. Donc, autant de postes non pourvus pour la rentrée 2023, et c'est ça qui est un tout petit peu inquiétant. Les académies cherchent beaucoup de contractuels, mais pas que. Et pour ces postes de non titulaires, il faut au minimum le niveau licence, mais une deuxième année de licence peut suffire quand le besoin est urgent et qu'il n'y a pas d'autres candidats possibles. Quant au salaire proposé, il faut compter 1 921 € bruts par mois si vous êtes titulaire d'une licence, 2 019 € bruts par mois pour les titulaires d'un Master 1 et 2 122 € bruts par mois pour les titulaires d'un Master 2 ou un diplôme d'ingénieur. Comme quoi, c'est une vocation, s'il n'y a pas de doute. S'il y a des parents ou des ados qui nous regardent, eh bien, soyez bien attentifs. Voici les thèmes qui ont le plus de chances de tomber pour l'épreuve de philosophie. Il vous reste exactement 16 jours pour vous préparer et bachoter. Et voici d'ailleurs quelques clés pour orienter vos révisions. Alors attention, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ce sont nos confrères d'RTL en partenariat avec la société DigiSchool qui propose cette étude. Sont en fait des professeurs certifiés de cette plateforme de soutien scolaire en ligne qui ont travaillé sur les probabilités de sujets au vu de ce qui a été proposé les éditions précédentes. Et donc, ce qui pourrait tomber, c'est la liberté, le bonheur, l'inconscient, la conscience, le temps, la technique et la nature. Et les thèmes qui ont le moins de chances de tomber seraient la religion, l'art, la science et l'État. Voilà, on vous recommande quand même de bien tout réviser, mais peut-être que vous pouvez appuyer sur les petits thèmes qu'on vous a donnés là. Ça mange pas de pain. Surtout que globalement, c'est assez large quand même, parce que la liberté, le bonheur, l'inconscient, la conscience, le temps, la technique et la nature, c'est déjà très vaste. Tout à fait, mais effectivement, à l'intérieur, dans le programme, chaque thème a bien des auteurs, des philosophes, etc. Donc, voilà. Sur un tout autre sujet, le maire d'un village normand a entamé une grève de la faim pour alerter sur la prise en charge du handicap en France. Il s'appelle Giorgio Loiseau. Il est le maire de Pose dans l'Eure et son fils de 12 ans est atteint de troubles autistiques. À la rentrée de septembre, aucun centre médico-éducatif n'a de place pour accueillir l'adolescent qui se retrouve sans solution d'accompagnement ni de prise en charge scolaire. Une situation d'autant plus ubuesque que le maire de Pose a lui-même créé une école spécialisée pour les enfants autistes dans sa commune. Mais aujourd'hui, à 12 ans, son fils se retrouve sans solution puisque l'école qu'a créée son père va justement jusqu'à 12 ans. Giorgio Loiseau avait d'ailleurs alerté l'opinion et annoncé sa grève de la faim il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Regardez. Voilà, je suis au pied du mur. Moi qui ai donné beaucoup à la République, je suis maire, je suis engagé. Et la République, qu'est-ce qu'elle fait pour moi? Eh bien, elle me dit au revoir monsieur, on n'a pas de solution dans l'immédiat. Mais on marche sur la tête en fait. J'ai toqué à la porte des établissements, il n'y a pas de place. L'éducation nationale refuse de garder mon fils. Alors voilà, je me saisis des médias parce que finalement il y a que ça qui fonctionne, il y a que ça qui interpelle. Il faut faire du bruit en fait dans ce pays. Si on ne fait pas de bruit, on n'est pas entendu. Si on arrive à essayer de travailler convenablement, à essayer de faire changer les politiques publiques, ça ne marche pas. Tout ça pourquoi? Parce que la politique du handicap est gérée par des cols blancs qui ne savent pas de quoi ils parlent.
Une grève de la faim qui a donc commencé aujourd'hui sur le parvis de la cité administrative de Dreux, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour son fils, mais aussi pour tous les autres enfants non pris en charge. Voilà, et on pense très fort effectivement au maire, Georges Loiseau. Direction le Pas-de-Calais maintenant, où la parole se libère suite au suicide de la jeune Lindsay. Lindsay, 13 ans, s'est donné la mort le 12 mai dernier après avoir été victime de harcèlement au collège de Vendin-le-Vieil, tout près de Lens. 4 élèves et un adulte soupçonnés d'être à l'origine du drame ont été mis en examen. Et au sein du collège, les adolescents parlent enfin. Ils dénoncent le climat pesant qui y règne, les brimades, les moqueries, les agressions. On écoute Juliette et Flavie, interrogées par nos confrères d'Europe 1. Des bousculades, après des insultes, des moqueries, parce qu'en fait j'étais forte, costaud, etc. Du coup ils continuaient pour voir si je craque. Et quand j'ai pleuré dans la cour, du coup ça a continué jusqu'à que j'en parle. C'est la volonté de rabaisser les gens, c'est aussi l'effet de groupe. En fait, plus ils sont nombreux, plus les gens se sentent poussés des ailes en fait pour insulter les autres. D'un côté, j'ai eu aussi ces pensées suicidaires, mais je me dis j'ai pas envie de lâcher. J'ai pas envie en fait d'abandonner mes proches, de pas me laisser abattre quoi. Une cellule d'écoute a été mise en place dans ce collège de 600 élèves, mais beaucoup doutent des sanctions qui seront vraiment prises contre les harceleurs au quotidien. Et vendredi sur RTL, le beau-père de Lindsay a demandé une vraie prise de conscience. C'est pas que ça n'a pas été entendu, c'est que ça n'a pas été pris au sérieux. Oui, on a eu un contact avec le directeur du collège. La seule solution qu'il nous a donnée, c'était de confisquer le téléphone à la petite. Il faut une prise de conscience, il faut resserrer les boulons. Il faut mettre de l'argent au niveau de l'éducation nationale pour former les professeurs. Et c'est justement pour lutter contre les discriminations, le harcèlement et l'isolement que la ville d'Antibes a déployé une belle initiative. Vous savez que depuis plusieurs années déjà, beaucoup d'écoles ont installé des bancs de l'amitié ou des bancs de la réconciliation. Ils sont peints et décorés de façon très reconnaissable et les enfants qui se sentent seuls, rejetés, harcelés ou qui sont en conflit peuvent venir s'y asseoir. C'est une façon pour eux de s'exprimer sans avoir à en parler et pour leurs copains comme pour les adultes de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc de s'installer à leur côté et d'intervenir. Eh bien, la ville d'Antibes a lancé le projet Un artiste, un banc, une école. 15 spécialistes du graffiti, de la peinture, de la patine, de la calligraphie, entre autres, sont allés sublimer les bancs d'une trentaine d'établissements. Et voici ce que ça donne. Salut, moi c'est Trasmat, mon nom c'est Mathieu Durst et aujourd'hui j'ai peint le banc de la réconciliation. Son nom c'est Pour en discuter. J'ai utilisé une technique qui s'appelle le doodle et comme ça on a pu exprimer plusieurs émotions. C'était quoi le thème de ce banc, Léon? Discuter et qu'on règle les petits problèmes, la paix. J'ai dessiné des colombes avec, qui tient un bouquet de fleurs avec un cœur et la nature. Ce qui est génial dans ce projet, c'est que ça permet aux élèves, quand ils ont un conflit, de se réconcilier sur le banc. Un projet évidemment mené, vous l'avez vu, avec les élèves qui ont pu partager leurs envies, leurs idées, leurs inspirations. C'est donc aussi un vrai moment de partage créatif et pédagogique dans une ville dans laquelle je suis né et que j'embrasse. Mais oui, tous les copains évidemment vous regardent, cher Loïc. Merci beaucoup, merci à vous. Tout de suite, c'est la question du jour. Dans quelques jours, dernière épreuve du bac, l'oral. Alors, tandis que les élèves se préparent chacun à leur rythme, eh bien, comment gérer la pression, comment réviser de manière efficace, comment affronter cette fameuse timidité alors que les dés sont jetés sur l'orientation. Eh bien, comment savoir s'ils ont fait le bon choix? On en parle tout de suite avec Stéphane Vincent. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être à nouveau sur ce plateau. Vous êtes un fidèle du Grand JT, on en est ravis. Vous êtes le fondateur et président de Super Futur. Et face à vous, Loïc. Vous étiez là il y a quelques secondes. Oui. Alors on va s'interroger. Loïc n'est pas que journaliste sur le Grand JT. Loïc a évidemment de grandes qualités. Loïc, vous animez le podcast Bac de Philo du studio Biloba et vous êtes également sur scène au Café de Paris pour votre spectacle consacré à la prise de parole en public, spectacle qui s'appelle Oser la lumière. Donc parlons-en justement. Stéphane Vincent, nos enfants ne sont pas tous égaux face à l'apprentissage ni face à la réussite bien entendu et encore moins face à la confiance en soi, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous avez créé Super Futur et on va le développer tout au long de cet échange. Mais proposer justement un grand oral pour les lycéens, est-ce que vous pensiez que c'était une bonne idée de la part de l'ex-ministre de l'Éducation? Alléluia, j'allais dire même. Oui, excellente idée pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que je pense qu'on est dans un environnement dans lequel la révélation de chacun se fait notamment par l'oralité.
Nous ne sommes pas que des personnes qui écrivons, nous sommes surtout des personnes qui échangeons, qui partageons. Et je pense qu'effectivement, remettre cette notion d'oral, non pas que au rattrapage, mais bien au cœur de l'enseignement, on est sur un élément fondamental, on parle beaucoup de soft skills, nous y sommes. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est sur un profil aujourd'hui d'un jeune qui doit être formé sur un environnement international. Et on voit que partout dans le monde, cette notion d'oral, elle est cruciale. Vous allez dans les pays du Nord, vous allez dans les pays du Sud, vous allez aux États-Unis. Évidemment, l'oral est quelque chose qui est extrêmement développé, mais depuis le plus jeune âge. Donc vous étions en retard en France sur l'oral, justement ? Oui, je pense qu'on était beaucoup en retard parce qu'on est sur toujours des approches qui sont extrêmement cartésiennes, qui sont assez classiques. Mais aujourd'hui, ce qu'on va demander à quelqu'un, c'est de vendre son projet. Alors, vous pouvez le vendre, effectivement. Alors, vendre son projet, même si vous n'êtes pas commercial, le premier projet de chacun, c'est soi-même. Donc, apprendre aux jeunes à prendre la parole, à être capable de s'exprimer vis-à-vis d'autrui et en même temps de donner une notion de prise de hauteur, je pense qu'on conjugue un soft skills majeur qui est celle de la prise de parole, et puis l'esprit à la française qui est cette notion de prise de hauteur. Donc oui, moi je pense que c'était une très très belle chose de pouvoir le mettre en place. Développez-moi cette notion de prise de hauteur, parce que là je l'ai pas là. Ce qu'on attend aujourd'hui dans le grand oral du bac, c'est la capacité des jeunes sur une thématique qui correspond normalement à leur spécialité, à avoir justement un regard avec un peu de hauteur et un peu de critique. Et ça, vous pensez que c'est français ? Je pense que c'est souvent ce qui caractérise. Là où ça m'étonne. Je pense que c'est souvent ce qui caractérise la France, c'est cette capacité sur des éléments factuels à avoir un esprit critique et à être capable, en gros, de faire thèse, antithèse, synthèse. Je résume, je vais extrêmement vite, mais c'est cette capacité du jeune à justement ne pas regarder que le résultat, mais être capable de reprendre parfois l'histoire, parfois ses éléments, parfois les contradictions. Et je pense que ça, c'est effectivement notre French touch dans un environnement international. En tout cas, c'est ce que l'école demande. Loïc Landreau, quand vous étiez à l'école, le grand oral n'existait pas encore ? J'avais juste l'oral de français, voilà. C'est tout. Vous auriez aimé passer le grand oral ou pas ? J'aurais aimé, surtout qu'au bac de français oral, j'ai eu 17. Donc j'avais déjà certaines prédispositions, mais c'est surtout là que j'ai mesuré combien passer des épreuves d'oral était absolument fondamental pour la suite, puisque quand on est en entretien d'embauche quelques années plus tard, c'est pas un test écrit qu'on demande à passer. On demande à convaincre, à avoir les yeux dans les yeux, à avoir le sourire, de la conviction, de l'enthousiasme, à avoir une forme d'authenticité, et tout ça, on l'apprend pas à l'école. Et effectivement, on est encore aujourd'hui extrêmement en retard. On devrait avoir des cours, non pas d'éloquence, j'y reviendrai, je suis contre l'éloquence, je suis pour l'authenticité. Ce sont deux formes de communication complètement différentes. Ah, vous pensez que c'est antithétique ? Alors, je pense que l'éloquence enlève une part d'authenticité. Pour moi, l'éloquence, c'est le XVIIe siècle, c'est un petit peu Cyrano de Bergerac, c'est quelque chose de très écrit. Et donc, ça coupe un petit peu de ce que moi, je conseille aux gens que j'ai en coaching, en prise de parole en public, c'est soyez authentiques. On touche quelqu'un quand on communique avec lui parce qu'on est soi-même. Enfin, c'est ce qui est le plus difficile, n'est-ce pas, Stéphane ? Alors, déjà, je ne vais pas contredire Loïc. Hein. Mais si, bien sûr. Si, vous avez le droit, vous serez réinvité, promis. Non, quand je vais dire, je ne vais pas le contredire. Je suis assez d'accord avec lui, je vais amener quand même un bémol. C'est que je pense que c'est un petit peu comme dans le jazz. C'est-à-dire que je pense qu'en musique, vous ne pouvez jouer correctement et vous amuser sur un environnement qu'à partir du moment où vous connaissez extrêmement bien vos gammes. Et je pense que, je prends l'exemple du théâtre d'improvisation ou de l'authenticité, je pense qu'elle n'est possible qu'à partir du moment où les gens ont déjà travaillé une première partie de l'oralité qui peut passer par l'éloquence, qui ouvre le champ des possibles, qui donne des gammes à effectuer, pour ensuite pouvoir les déconstruire et pour rentrer dans la logique de l'authenticité et de l'impro et de la capacité à justement trouver les bonnes idées, trouver les bonnes manières de répondre, être capable de se mettre en adéquation avec son interlocuteur. Bon, à quel âge on est capable... Pardon ? Je fais complètement l'inverse de ce que vient de dire Stéphane. Oui, voilà, complètement l'inverse, parce que je trouve que l'objectif de l'éloquence bloque beaucoup plus les gens qui ne sont pas tournés vers les autres fondamentalement, les bloquent énormément. C'est un objectif qui est très haut parce qu'ils voient tout de suite ces gens comme ça qui s'expriment avec beaucoup de persuasion, etc. Et donc, ils voient un objectif qui pour eux n'est pas atteignable. Et en fait, jouez sur simplement, soyez authentique, c'est-à-dire si vous êtes timide, ne jouez pas celui qui n'est pas timide. Vous êtes ce que vous êtes, restez ce que vous êtes et c'est pas grave d'être timide. Vous pouvez être authentique et communiquer même si vous êtes ce que vous êtes. Donc c'est pour ça que voilà, moi je joue vraiment là-dessus parce que ça permet aux gens de se déculpabiliser de ce qu'ils sont.
Et alors, ça marche, ça, pour un grand oral, justement, de jouer le côté naturel, je suis timide, si on arrive à le faire. Hein, parce moi, que je pense que entendu, le grand oral, l'oral, les concours, ce sont ni plus ni moins que des exercices imposés. Et dans un exercice imposé, c'est comme dans tous les jeux, la première chose, c'est de lire la règle. Donc, moi, ce que je demande déjà aux gens, c'est lisez précisément la règle. Qu'est-ce qu'on attend de vous ? Outre le thème abordé, d'accord ? Quelles sont les règles, finalement ? Les règles, elles sont... Déjà, il y a des règles de timing. Oui. 5, 10, 5. OK. 5 minutes dans lesquelles vous allez présenter la question technique sur laquelle vous avez travaillé, et vous allez la présenter, vous allez la mettre en perspective. 10 minutes de questions dans lesquelles vous allez, avec les 2 examinateurs que vous avez en face de vous, pouvoir converser, échanger. 5 dernières minutes sur quelle est votre orientation et comment vous mettez du lien et de la cohérence dans tout ce que vous avez présenté. Donc on est déjà en fait sur un format avec des règles du jeu. Et moi ce que je dis toujours pour un jeune, hein, notamment on a beaucoup de jeunes qui disent non mais moi j'y vais un petit peu au talent ou au culot. Je dis ok, mais quand vous allez jouer, la première chose, lisez les règles. Parce que sinon vous êtes hors jeu tout de suite. Et quand vous êtes hors jeu, en fait, même si vous êtes bon, même si vous avez... vous êtes hors jeu. Mais au-delà des règles effectivement à respecter qui sont le temps et ce qui est imposé, à savoir on doit rentrer dans un système d'échange effectivement et donc de questionnement. Mais outre ça, est-ce qu'il y a effectivement d'autres choses imposées par l'examinateur et par ce fameux, puisqu'on parle du grand oral, en l'occurrence du grand oral. Alors dans le grand oral, normalement, vous avez 2 questions qui sont posées et qui correspondent et qui doivent être tirées au sort. Et ces 2 questions doivent correspondre aux thématiques de vos 2 spécialités que vous avez gardées en terminale. Donc je rappelle, 3 spécialités pour la première, on en laisse une, on en garde 2 en terminale. Et sur ces 2 questions, les 2 questions peuvent être soit sur une spé, soit sur l'autre spé, soit sur les 2, soit sur des questions qui interfèrent sur les 2 spé en même temps et qui fait du cross-learning, quoi. Donc, l'idée, c'est effectivement que vous les avez validées avec vos profs et vous présentez une feuille dans laquelle les 2 questions ont été validées par vos profs et vous le présentez à l'examinateur. Donc, le truc, il est déjà bordé. Donc, si vous savez le faire et que vous vous êtes bordé, la première chose que vous faites, révisez, mais surtout, révisez pas tout seul. Parce que la particularité de l'oral, c'est que c'est pas tout seul. Donc, il vous faut un public. Donc, le public, c'est vos parents, c'est vos amis. Ou super futur. Ou super futur, mais au-delà de ça, nous, on arrive en général bien en amont. Donc, et évidemment, on va essayer, avec les jeunes qu'on accompagne, de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Mais le plus important, c'est s'entraîner, 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 s'entraîner. Voilà. C'est ce que vous avez fait, vous ? Alors, je me suis pas entraîné parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout conscience qu'il fallait le faire. Et en fait, j'y suis allé avec beaucoup de cœur, beaucoup de sincérité. Et de fait, ça a roulé. Mais ce que Un peu de culot aussi, peut-être ? Un peu de culot aussi. Et en fait, pour revenir sur le volet authenticité et sur un conseil vraiment important que je donne toujours, si vous vous sentez timide, si vous sentez que vous défaillez quand vous arrivez devant l'examinateur, dites-le. Tout simplement. Ne laissez pas l'examinateur sentir l'odeur de la peur, sentir l'odeur d'une certaine panique. Dites, waouh, écoutez, je suis un peu timide dans la vie, mais je vais faire ce que je peux. Je vous assure, je vais faire ce que je peux et j'y vais. Le simple fait on marque des points avec ça ? Rien que ça, vous pensez ? De toute manière, l'authenticité, globalement, je suis d'accord avec Loïc, ça paye toujours. En fait, c'est pas tant marquer des points par rapport au jury, c'est surtout pour se sentir mieux soi-même. C'est-à-dire ne pas se cacher derrière un truc où on joue un espèce de rôle et on se dit « j'espère qu'ils vont pas voir que je suis complètement paniqué, que je suis timide et que de toute façon... » Dites-le, assumez. Mais alors, est-ce que c'est pas trop tard de finalement parler de grand oral et d'oral en première et en terminale ? Est-ce qu'on ne devrait pas... Alors, c'est jamais trop tard. Par contre, plus on s'y prépare tôt, mieux c'est. Voilà, ma question c'est ça. Ne devrait-on pas donc justement enseigner l'oralité, ou en tout cas l'expression orale beaucoup plus tôt ? Bien sûr. Moi j'ai fait une learning expedition au Québec. C'est des travaux qui sont réalisés à partir du CP. C'est-à-dire que vous apprenez en permanence à prendre la parole devant les autres, à expliquer, à montrer aussi vos émotions. Ce que tu disais tout à l'heure. Exactement, ça c'est important. Depuis le plus jeune âge. Donc ça devient des habitudes, ça devient des réflexes. Nous on a tendance à les gommer. Maintenant, c'est comme ça. L'idée, c'est que chacun puisse prendre le pouvoir, son pouvoir, et se dire, voilà, moi j'ai un projet. Dans ce projet, il faut que j'avance. Là, j'ai mes 2 questions qui sont bordées. Je les connais, je connais le contenu. Donc maintenant, en gros, ma performance à l'oral, elle va me permettre d'avoir une bonne note ou une très bonne note. Maintenant, si je connais très bien mon dossier, que j'ai des contenus de qualité,
il n'y a pas de raison que j'ai une mauvaise note déjà. Je trouve qu'il faut aussi que les parents prennent la mesure de leur importance dans ce processus de prise de parole. C'est-à-dire que petit à petit, effectivement, on se rend compte quand même que beaucoup de parents laissent l'école faire, laissent leurs enfants grandir. Néanmoins, il me semble qu'il faut qu'ils puissent donner l'appétence du débat, parler avec leurs enfants, les obliger à matérialiser, effectivement, dire leurs émotions, donner leur avis sur des sujets de société, le soir quand on regarde le JT ou peu importe quand on lit un article. Mais il faut que les parents, pour moi, ils ont vraiment un rôle central dans cette ouverture au monde que leurs enfants pourront avoir. Et surtout, leur donner la liberté, j'imagine, c'est là où je vous interroge tous les deux, de penser différemment. Oui. Parce que c'est aussi ça qui s'opère lors d'un dîner, effectivement, le fameux dîner du soir, tous ensemble en famille, se dire, vraiment, si on regarde le JT, on parle de sujet de société, est-ce que c'est une façon aussi de nourrir et de pouvoir échanger différemment? À partir du moment où c'est argumenté. Et c'est là où c'est la difficulté est souvent là, c'est-à-dire que les jeunes n'arrivent pas à avoir les éléments, n'arrivent pas à avoir les arguments, et du coup, ils se mettent dans une posture de dire, non, mais c'est comme ça. Et les parents disent, ah bon, pourquoi tu dis ça? Et là, après, c'est sec. Et c'est là où tout l'apprentissage du débat, de l'argumentation des éléments va changer, parce que on peut dire tout et son contraire. À partir du moment où c'est étayé, argumenté et précis, mais enfin, je ne vous cache pas que quand vous voyez les adultes qui sont déjà incapables dans un dîner de se mettre d'accord sur une question politique... Ça, c'est normal, non? Et tant mieux, finalement. Heureusement qu'on n'est pas tous d'accord. Non, mais je suis d'accord. Enfin, je pense que c'est important de ne pas être d'accord et d'accepter qu'on ait des gens qui ont des points divergents. Quand vous voyez l'état émotionnel dans lequel c'est capable de mettre certains adultes, ça pose quand même question sur leur capacité à gérer les enfants. À rien face au foot. Excusez-moi, Stéphane Vincent. Les discussions de foot, parlons-en. Moi, j'ai pas de problème avec le foot ni avec n'importe quel sport. Et par contre, pour revenir sur ce que disait Loïc, ce que je trouve essentiel, c'est peut-être de mettre en place dans la famille un moment rituel de débat. Alors ça peut être le petit déjeuner du dimanche matin, quoique tout le monde ne se réveille pas forcément en fonction de la nuit qu'ils ont eu, mais voilà, il faut créer un rituel peut-être une fois par semaine en se disant on va parler d'un truc qui s'est passé cette semaine. Et puis même débattre sur les livres programmes. On a Manon Lescaut, on a Le Rouge et le Noir, c'est des questions fondamentales qui sont posées dedans. Donc après, tous les niveaux sociaux de famille n'ont pas la possibilité de faire ça, et c'est vrai, mais il faut quand même trouver à chaque fois une façon de pouvoir discourir sur quelque chose néanmoins. Moi, j'ai fait un truc avec mes enfants, c'est que j'ai essayé assez systématiquement de le prendre en 2 exemplaires et de le lire aussi. C'est-à-dire le bouquin. Les livres, en fait, qui sont proposés par l'école. Ah oui. Oui. Bah oui, parce qu'on les a lus il y a 30 ans. Bien sûr. Donc on a un vague souvenir. Je pense que de se replonger dedans et de le revoir pour pouvoir en discuter, c'est un exemple de dire, voilà... Et je reviens sur un point aussi qui était évoqué par Loïc tout à l'heure, sur la notion peut-être d'héroïsation. Celui qui prendra la parole, il ne sera pas forcément au top. Par contre, les parents, il faut aussi qu'ils fassent très attention à ne pas diminuer la performance des jeunes en disant « Non, mais là, c'est nul, là, ça n'a pas été ». Prenez l'inverse. Dites tout ce qui a été et pas ce qui n'a pas été. Ça, c'est extrêmement important. Et pour un jeune, s'il se filme ou qu'il regarde, il faut juste qu'il se dise « Est-ce que j'ai été bon à 90%, à 80% ?» mais au pas, je suis bon, je suis nul. Mais sur ce sujet, moi, je recommande, souvent de ne pas s'entraîner devant la famille. Parce que la famille sont des gens qui sont impliqués émotionnellement et qui souvent seront beaucoup plus durs sur la performance que ne le seraient des amis, des tantes, des oncles. Mais les parents sont très durs. Je recommande souvent ou l'inverse. Alors, si je reviens, parce que là, on a une discussion entre amis, mais c'est pour ceux qui nous regardent. Si on reprend un thème, par exemple, de philo, peut-on dire que l'amour mène à la folie? On se retrouve avec ce thème-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous qui, effectivement, dirigez, menez, excellemment bien d'ailleurs, un podcast qui s'appelle Bac de philo, qu'on peut retrouver sans problème sur Internet. Comment, justement, on peut se préparer à la fois sur l'aisance, sur l'oralité, mais surtout sur l'écrit? Mais d'abord, il faut savoir... jumeler les deux. D'abord, il faut savoir ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il faut trouver dans la littérature, dans la culture, dans l'actualité, des exemples de l'amour qui mène à la folie. On parlait de Manon Lescaut à l'instant. C'est un livre typique sur un homme qui tombe follement amoureux et dont la femme lui fait faire absolument n'importe quoi. Ça, c'est un exemple. S'il est cité en épreuve de philosophie, là, déjà, ça fait mouche, parce que c'est une œuvre au programme et c'est une œuvre très pertinente. Donc, il y a déjà ça. Une fois qu'on a des exemples, il faut donc les faire résonner. Et ensuite, une fois que finalement c'est préparé et qu'on sait ce qu'on a à dire, il faut raconter une histoire. Tout est là.
Raconter une histoire. Les gens qui sont en face de nous, les examinateurs, sont des êtres humains à qui il faut tout simplement raconter des choses. Pas être simplement factuel, tac, 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 tac. Essayer de mettre un peu d'émotionnel. Mais là, par exemple, peut-on dire que l'amour mène à la folie? On est d'accord qu'on se concentrerait peut-être sur l'amour mène à la folie, alors que le peut-on dire a une importance colossale dans le sujet. Oui. Est-ce que les élèves... C'est de la moi, je reviens sur le principe, c'est de la technique. La technique, c'est, avant de répondre à n'importe quelle question, qu'elle soit en philo ou qu'elle soit en mathématiques, on lit l'énoncé. Et quand on lit l'énoncé, on prend le temps de le faire, on décortique, on voit le peut-on, on voit la proposition, on essaye de regarder la contre-proposition. Et en fait, tout ça, c'est une gymnastique qui doit avoir été travaillée dans le cadre de la philosophie pendant au moins 1 an, et sur lequel, derrière, comme on a préparé correctement, on sait que dans les fiches, on a tout ce qui va toucher l'amour, tout ce qui va toucher la folie, tout ce qui va... Et donc, derrière, on doit être capable, assez rapidement, de les mobiliser pour raconter une histoire. Dernière question, on parle effectivement de ce grand oral, parce que bon, il y a évidemment plein de moments où on passe des oraux, mais enfin celui-ci précisément, donc 5 minutes de préparation, on expose le sujet, 10 minutes d'échange, puis 5 minutes consacrées à l'orientation. Exactement. Et finalement, la confiance en soi, l'orientation, tout ça c'est extrêmement lié, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que ça a été proposé pour ce grand oral. Est-ce que pour ces lycéens, c'était essentiel de passer aussi une épreuve pour se rendre compte à quel point l'orientation finalement était essentielle pour eux? Ou est-ce que c'est l'inverse? Je suis un peu gêné pour répondre à la question, et parce que j'ai l'impression que ce sujet-là est un sujet de clôture qui n'est pas du tout pris à sa juste valeur. C'est-à-dire que c'est plus une question de clôture de la part des intervenants à destination du jeune pour lui dire « Bon, ok, ça c'est fait maintenant, bon, qu'est-ce que tu vas faire après ?» Il ne peut pas y avoir un lien entre le sujet exposé et justement les 5 minutes d'orientation? Alors, il ne devrait pas y en avoir un? La vraie cohérence serait... Vous avez choisi des spécialités, ces spécialités ont du sens pour vous, qui normalement vous permettent d'arriver au coup d'après. Ok. Sauf que qu'est-ce que va répondre un jeune qui, par exemple, a pris maths, physique et qui décide d'aller en école de commerce? Il peut y avoir un lien, j'imagine, entre le commerce et les Il peut y en avoir un, mais sciences. est-ce qu'il justement, il va dire, je me suis un petit peu trompé, je pensais que, voilà. Donc, ce qui va être intéressant, on revient sur ce que disait Loïc tout à l'heure, c'est raconter une histoire. Faire du commerce, du marketing, de l'économie, c'est quand même très proche des maths. C'est pas non plus... On en a besoin. Maintenant, quelqu'un qui a fait, en général, physique et chimie, et mathématiques, c'est quelqu'un qui était orienté sur une carrière plutôt scientifique. Ce que je veux dire dans ce cadre-là, c'est que c'est ce que disait tout à l'heure Loïc. Il faut raconter l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut dire, voilà, ça fait 2 ans que je prépare, voilà où j'en suis, voilà où je veux aller, et voilà sur quoi je vais m'appuyer dans les contenus qu'on vient d'avoir. Oui, dernier mot là-dessus. Surtout que les jeunes savent parfaitement le faire, puisqu'ils parlent sur les réseaux sociaux tous les jours pour raconter leur histoire. Donc il faut qu'ils se servent de cette capacité naturelle qu'ils ont à se raconter pour le dupliquer dans ce grand oral. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Loïc, je vais vous garder. Si oui, avec grand plaisir. Vous le voulez bien. Avec grand plaisir. Pour la suite, parce que vous allez reprendre votre casquette de chroniqueur pour une chronique que j'attends sur les kermesses. Ouais. Là, je veux tout savoir sur l'histoire des kermesses. Vous connaissez l'histoire des kermesses? Pas encore, mais j'attends l'intervention de Loïc pour tout savoir. Stéphane Vincent, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de Super Futur. Je vous recommande Super Futur. C'est valable pour tous les étudiants, quel qu'ils soient, peu importe le niveau. À partir de la 4e jusqu'au post-bac, et effectivement, on fait de l'orientation sur mesure et sans douleur. Oui, l'orientation, il faut la penser évidemment dès la 4e. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT d'éducation, je suis ravie de recevoir Maëlys Bidot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci vous êtes élève en seconde au lycée Aragon-Picasso à Givors, en Auvergne. À côté de vous, Théo Berthe, bonjour. Bonjour. Et vous êtes également dans le même lycée, mais en première, c'est cela ? Exactement. Voilà. Et face à vous, le conseiller principal d'éducation, le fameux CPE, qu'on adore et qu'on honore aujourd'hui, de l'établissement, Christophe Vandenbroek. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour madame, merci de nous accueillir sur votre plateau.
Alors si vous êtes là aujourd'hui, eh bien c'est parce que vous êtes les lauréats avec votre lycée bien sûr, et on va en parler, du prix Éveil à la citoyenneté 2023 dans la catégorie lycée. Un concours créé suite aux attentats de Charlie Hebdo qui a pour objectif de s'interroger, de sensibiliser, en tout cas s'interroger sur ce que signifie le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Un droit qui est souvent bafoué, un droit qu'on remet en cause beaucoup, un droit sur lequel on s'interroge beaucoup. Est-ce que dans votre cours de récréation, si je peux dire ça au lycée, je ne sais pas si on dit ça, mais enfin bon, il y en a quand même eu une cours de récréation, en tout cas, et avec vos copains, vous parlez justement de de ce droit fondamental à rire de tout, à parler de tout en permanence. Est-ce que par moments les discussions sont un peu houleuses entre vous? La priorité aux filles, Maëlys? Alors moi je trouve pas, justement. C'est vrai qu'en tant que jeune on a souvent cette liberté de faire des blagues un peu sur tout. Il n'y a personne qui prend mal, il n'y a rien. Enfin tout va bien quoi. Voilà. Théo? Moi je trouve que oui, je partage l'avis de Maëlys, même si des fois certaines personnes ils ont des idées bien fixées et des fois c'est compliqué de pouvoir les faire changer d'avis, mais sinon ça se passe toujours bien, il n'y a jamais eu de problème envers ça. Souvent avec l'humour ça passe mieux? Oui voilà, c'est ce que je veux dire, souvent on en rigole et puis voilà. Oui, on en rigole. Alors pourquoi vous avez décidé de participer à ce concours? Je crois que c'est en fait par le conseil de vie lycéenne au départ, vous avez eu l'idée de proposer un clip, On dit non, un clip qu'on va voir tous les 4 et tous ceux qui nous regardent ensemble, bien sûr, mais juste un petit mot, pourquoi avoir eu envie de participer aussi à ce concours du prix Éveil à la citoyenneté? Christophe Vandenbroek. Pour moi, en tant que CPE, vous savez, c'est mon rôle de repérer les talents chez les jeunes et de produire des projets avec eux, de les mettre sur le chemin pour qu'ils puissent réaliser des projets. Et il y avait des talents CVL, j'avais des élèves qui étaient rappeurs, qui ont écrit les paroles justement. Et lorsqu'on a finalisé ce clip, on a, pour mettre en valeur le travail des élèves, la réussite de ce projet, j'ai postulé au nom de l'établissement à plusieurs concours, notamment celui d'Éveil, qu'on a remporté et qui nous a permis d'avancer et de faire connaître le message des jeunes autour de nous, jusqu'à Madame la ministre, Madame Rome, ministre de l'égalité des chances, qui nous a reçus le 6 avril. Et je pense que c'est pas fini et qu'on va encore découvrir beaucoup de choses avec ce clip. Alors, Madame la ministre, qu'on reçoit justement la semaine prochaine dans le Grand JT, ce sera l'occasion pour vous de mieux la connaître, évidemment. On va regarder ensemble un extrait de ce clip. Ici, on ne vit pas pour les autres, on apprend à vivre avec eux. Ouais. On se moquera jamais du physique de quelqu'un sur Internet. Non. Soyons unis comme une nation, ensemble nous battons. C'est le respect que nous voulons, trop de discrimination. Le sexisme, ça on dit non. Le racisme, c'est pour les cons. L'antisémitisme, on dit non. L'homophobie, c'est pour les cons. Tous ensemble, nous lutterons. Filles ou garçons, nous lutterons. Lycéens, nous lutterons. Le respect, c'est pour les bons. La thématique choisie, on lutte justement contre la discrimination, donc on dit non ensemble contre toutes les formes de discrimination. Ce thème-là, c'était un thème qui vous était très cher? Oui, c'était très cher parce que il y a plusieurs sortes de discrimination, il faut tous les dénoncer, il ne faut pas en laisser une justement de côté et il faut essayer tous de les dénoncer pour pouvoir avancer justement contre ces discriminations. Oui, parce qu'au début, le projet, c'était juste de faire quelque chose contre l'homophobie. Et puis au final, comme dit Théo, on s'est rendu compte qu'il y a plein d'autres discriminations, on n'en parle pas assez, il n'y a pas que l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme. Du coup, on voulait faire quelque chose qui regroupe un peu tout et puis voilà, en parler et dénoncer surtout. Et dire non aux discriminations, justement. Dire non, évidemment, on dit non. Alors, qu'est-ce qui a écrit les paroles, qui a composé la musique? Parce que c'est un travail colossal à mettre en place tout ça. C'était le projet, il a commencé en 2020. C'était un talent que justement Monsieur Vandenbroek a repéré. Il écrivait de la musique, du rap essentiellement. On donne son nom? Ali Djoudji, qui a écrit les paroles avec le CVL, effectivement. Et donc du coup il a écrit les paroles, puis après ça a été mis en pause avec le CVL, il a écrit les paroles et puis ça a été mis en pause avec la pandémie. Et le projet a été repris encore avec le conseil de vie lycéenne en 2022. C'est vrai qu'on a commencé
faire des répétitions de chant, où on a commencé à tourner le clip, on a aussi chanté en studio et on a fait toutes ces choses-là. Qui réalise le clip ? Alors il y a 4 étapes. Les 4 étapes, c'est d'abord ils ont fait une commande auprès du compositeur Serge Folly, qu'on remercie, qui a créé cette musique, qui a répondu tout de suite aux attentes des jeunes et qui a emballé tout le monde. Ensuite, il y a toutes ces séances de travail, d'apprentissage de chant. C'est pas tous des professionnels du chant et pourtant la qualité, elle est là. Ensuite, il y a l'étape de la chorégraphie pour rendre dynamique ce clip. Alors, vous savez, faire danser un jeune devant une caméra ou... Mais le CPE, en revanche, il danse sacrément bien. Attention. Je ne sais pas s'il danse bien. Et puis ensuite, une fois qu'on a appris la chorégraphie, l'option cinéma a écrit ce scénario en fonction des paroles, de la musique. Et ils ont choisi les plans, les discriminations, comment ils les mettent en valeur. Je laisse Théo peut-être expliquer le scénario. Le scénario, il y a plusieurs références. Par exemple, on a mis une scène de racisme et il y avait une personne d'origine asiatique, et parce que justement les personnes d'origine asiatique, on dénonce pas assez ce racisme, surtout après la pandémie de Covid où il y a eu plusieurs atteintes justement ou racisme envers ces personnes-là suite au coronavirus. Alors je disais, c'est à la fois par rapport au Conseil de Ville-Lycéenne et cette idée de clip, ensemble contre toutes les formes de discrimination, puis cette participation au concours Éveil, un concours qui éveille à la citoyenneté justement et qui a pour objectif de s'interroger sur ce que signifie le droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Il a été créé, juste, je disais, après les attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que aussi c'est une thématique qui vous tenait à cœur, ce concours en particulier, vous vouliez participer parce que vous avez été extrêmement touché par ce qui s'est passé et vous êtes toujours évidemment en alerte contre ces formes de discrimination là aussi? Maëlys? Oui, c'est sûr que les attentats, c'est quelque chose qui nous a tous marqués. Et donc, avec ce clip qui est un outil utile contre les formes de discrimination, le présenter au prix Éveil, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur puisque c'est vraiment le prix par excellence pour dénoncer ce genre de choses, la liberté, enfin non pas du coup pas la dénoncer mais promouvoir la liberté d'expression et donc faire passer notre clip à travers... Justement, quel est le rôle de l'école dans l'apprentissage de la citoyenneté, dans cette fameuse liberté d'expression, d'opinion? Quand vous avez vos cours d'EMC, d'éducation morale et civique, quand il y a des cours d'histoire, certaines périodes de l'histoire qui sont enseignées, est-ce que par moment, il y a des petites tensions entre élèves? Est-ce que vous avez besoin aussi de discuter, de débattre? Oui, il y a des débats qui sont organisés dans les classes, mais non, souvent dans les classes, ça se passe plutôt bien, il y a une bonne ambiance. Et on essaye de tous comprendre, on essaye de discuter ensemble et c'est sûrement comme ça qu'on peut avancer et on peut comprendre ce que les autres ont comme avis sur leur avis politique, leur avis sur des choses. Après, on sait qu'il existe des préjugés, des discriminations. Nous aussi, les adultes, des fois, on en a. Et donc, le clip n'a pas été fait seulement pour les jeunes. Et juste peut-être Théo expliquer qu'est-ce qu'on compte faire avec le clip demain. Le clip, justement, il a été fait pour être une sorte d'outil pour... aller voir des classes par exemple de collège ou de primaire pour aller discuter justement avec eux des formes de discrimination, les préjugés, essayer de les déconstruire justement et essayer de faire comprendre que il y a des personnes différentes dans ce monde et il faut essayer de les accepter. Certains sont hic un peu quand vous parlez de différence? Non. Vous ne vivez pas ça, en tout cas, dans votre lycée? Dans le lycée, ça va. Non, franchement. Mais à l'extérieur, oui? Vous l'avez vu? À l'extérieur, bien sûr. On le voit tout le temps sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, oui. Souvent, c'est sur les réseaux sociaux, oui. D'ailleurs. Et vous disiez, c'est intéressant, Christophe Van Den Broek, c'est vrai qu'on pourrait l'imaginer que ce soit que dans la sphère de l'école au niveau des élèves. Mais non, en fait, ça touche aussi les adultes. Et oui, nous, d'abord, on doit se remettre aussi en question parce qu'on a tendance à avoir un préjugé à chaque fois qu'il se passe quelque chose, à interpréter. Et c'est peut-être pas la réalité. Il suffit de communiquer avec la personne pour justement démonter ces préjugés. Moi, j'ai envie de dire, madame, en fait, ce genre de projet n'aurait pas été possible sans la confiance de la direction, mais c'est vraiment important dans un établissement, sans la communauté éducative autour de nous pour monter un tel projet. De remercier aussi M. Dugrip, qui est le recteur de l'Académie de Lyon, et la déléguée académique qui nous a soutenus, que ce soit financièrement, accompagné, les Dakarais. Et remercier aussi tous les partenaires financiers parce que ça a un coût aussi de faire un clip.
parce que c'est un outil qu'on souhaite avoir pour demain sensibiliser tous les jeunes et les adultes. Et donc je veux remercier la région qui a participé, les maires, notamment le maire de Givors, le député qui nous invite à l'Assemblée nationale à la rentrée pour le présenter à la présidente de l'Assemblée nationale. Enfin, on ne s'attendait pas à un tel éclat et merci à Éveil, à l'association Éveil. Et c'est que le début, a priori. Vous êtes fiers aussi d'avoir un CPE qui vous représente autant et qui a cette motivation, cette envie de vous dire allez, allez-y, lancez-vous. Oui, c'est super intéressant parce que justement on fait beaucoup d'autres choses hors des cours et c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, moi je trouve que les cours en eux-mêmes. Que les cours en eux-mêmes, exactement. On découvre plein de choses et on sort du lycée et c'est super intéressant de faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire en fait. Donc je vais faire un petit complément en fait. C'est complémentaire en fait. C'est important pour le climat de l'établissement de faire des projets. Et moi je me souviens de la phrase de l'inspecteur, vous serez le CPE que vous voulez être. Et donc moi je ne souhaite pas être celui qui sanctionne simplement. Je veux qu'on puisse. C'était la circulaire du ministre de l'Éducation nationale de lutter contre les discriminations, de favoriser la lutte. C'était la circulaire de septembre 2022 qui nous demandait de lutter contre le harcèlement, les discriminations et de promouvoir et de favoriser l'épanouissement des élèves. Évidemment, l'éveil de manière générale. Merci beaucoup Christophe Van Den Broek d'avoir été avec nous sur ce plateau du Grand JT. Merci également Maëlys Bidot d'avoir été là, ainsi que Théo Berthe. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez, évidemment. Merci beaucoup. Et on va retrouver ensemble Loïc Landreau qui était là il y a quelques instants et qui revient pour sa chronique sur les kermesses. Loïc, le mois de juin arrive à grands pas, on y est, franchement, c'est traditionnellement le temps des kermesses à l'école. J'adorais les kermesses, un événement qui a une histoire séculaire. Et d'ores et déjà, il n'y a rien qui vous fait tilter dans le mot kermesse? Ah si, messe, forcément. Eh oui. Voilà, et donc je vous fais d'ores et déjà la première révélation de cette chronique. Les kermesses ont une origine religieuse. Mais il ne faut pas le dire, parce que dans un monde un peu beaucoup laïque, il serait capable de nous changer le nom. Kerfiesta, Kerchouille, voilà, Kerfête, machin. Donc, on le dit pas trop fort, néanmoins. J'ai un moment de solitude terrible là, entre le kermesse, le Kerfiesta, le Kerchouille. Kerfête, c'est pas mal. Et la Kerfête de l'école, la Kerchouille. Personne ne dit chouille. Ah, plus personne dit chouille? Mince alors, je serai encore ringard? Oui, c'est bien possible. Revenons aux origines très clairement du mot kermesse, d'accord, qui date du XIVe siècle. C'est ça, parce qu'en fait, à cette époque et dans tout le Moyen-Âge, un peu partout en Europe, chaque paroisse organise la fête de son saint patron. C'est un événement donc, qui se tient chaque année à la date où l'église locale a été consacrée, c'est-à-dire le jour où elle a été donc placée sous la protection d'un saint qui lui a donné son nom. Voilà, par exemple, pour l'église de Saint-Eustache, qui est située à Paris, dans le quartier de Châtelet, c'était le 26 avril 1637. Et alors, il se passe quoi dans ces fêtes paroissiales? Oh ça ripaille. Ça ripaille, vous imaginez bien, les saucisses, les poulardes, les pâtés de cerf, les quelques oies bien poivrées. Non, mais c'est vrai, c'est ça particulièrement. Bon, avant ça, évidemment, elle n'en peut plus, Virginie, déjà, elle se dit vivement la fin de la saison, je n'en peux plus. Avant ça, avant la ripaille, évidemment, il y avait une procession religieuse dans toute la ville et une messe. Et c'est seulement après qu'on picole. On picole et on s'amuse, justement parce que les paroissiens organisaient plein de jeux. Du tir à l'arc, des chamboule-tout, des courses de sac, etc. On dansait aussi. Donc c'est vraiment un moment de communion des chrétiens sous la protection du saint patron de la ville. Et le mot kermesse viendrait donc du comté de Flandre, n'est-ce pas? J'ai ouï dire. Exactement. Vous parlez comme au Moyen-Âge, j'adore. Exactement. C'est un territoire en fait qui couvrait à l'époque les actuelles Hauts-de-France, une grande partie de la Belgique et un tout petit bout de la Hollande. Et là-bas aussi, évidemment, on célèbre les fêtes paroissiales dans de grands festins. Et dans ce comté-là, on ne parle pas partout la même langue. Il y a des petits patois locaux, bien évidemment, mais quand même, au nord et à l'ouest, on parle plutôt le flamand, et au sud du comté, on parle plutôt un français qui est proche du latin. Et c'est à partir de 1391, dans la région lilloise, que ces événements sont d'abord appelés des ducasses. Et c'est un mot qui est dérivé de dédicace, qui qualifie donc la consécration de l'église dont on a parlé tout à l'heure. Et à partir de 1397, du côté de Bruges et de Gand, donc cette fois dans le haut du comté de Flandre, ils prennent le nom de kermesse, de l'ancien flamand kerke, qui signifie église, et misse, qui veut dire messe. Et donc, messe de l'église, c'est pour parler de ce qui se passe juste avant les festivités? Exactement, c'est pour rappeler le caractère spirituel, qui est quand même la base même des kermesses, parce qu'en réalité,
plus il y a de fêtes et plus ça part en cacahuète. Et même si l'Église a quand même essayé de tenir un petit peu ses ouailles, la plupart du temps, ça terminait en beuverie, en bagarre entre villageois, bagarre aussi avec les villages voisins. Et je ne parle pas évidemment des débordements sexuels qu'il y avait. Donc ça part d'une bonne intention, évidemment, c'est d'essayer de faire corps sous le saint patron, mais voilà, l'homme et les femmes étant ce qu'ils sont, et ben ça déborde un tout petit peu. Certains, tout à fait. D'autant que c'est des fêtes qui pouvaient durer jusqu'à plusieurs jours d'affilée. Et donc en 1531, l'empereur Charles Quint promulgue une ordonnance pour limiter la durée de ces kermesses à une seule journée. Et il y a autre chose, c'est que petit à petit, il y a des petits malins qui se sont dit, tiens, si j'allais faire la route des vins de mon département, puisque vous avez bien compris que ces fêtes paroissiales ne tombent pas le même jour dans chaque ville, donc il y en a en fait qui faisaient tout le département. Le 25, ils allaient là, puis le 27, ils allaient dans une autre ville, etc., à la fois pour s'enivrer, mais aussi pour créer du trouble. Et donc là encore, il y a des mesures qui ont été prises par rapport à ces kermesses. Au XVIIIe siècle, l'empereur germanique Joseph II décide que toutes ces fêtes paroissiales tomberaient le même jour, soit le deuxième dimanche après Pâques. Mais dans un empire aussi vaste, évidemment, il est impossible de faire respecter ce type d'ordonnance de façon locale, donc ça n'a pas tenu bien longtemps. Mais dans tout ça, dans ces siècles et ces siècles, le mot kermesse commence à se répandre un peu partout, pour désigner aussi des événements non religieux. Et c'est en fait grâce à l'art flamand qui a beaucoup peint ce type de fêtes dans les villages. Et c'est comme ça donc que le mot kermesse se met aussi à désigner des fêtes foraines, des fêtes de village quelconques, et donc les fêtes qui sont organisées dans les écoles pour marquer la fin de l'année, avec donc tous ces petits jeux un peu médiévaux, puisqu'on retrouve quand même toujours le chamboule-tout, par exemple. Et donc voilà, ça nous rappelle que ça nous vient quand même du Moyen-Âge. On devrait faire une kermesse, nous aussi, chez Ah oui, j'arrive plus à parler. Bien c'est sûr, cool. Et une kermesse déguisée. Oui. Mais est-ce que ça partirait en chouille après ou pas? Non, c'est épouvantable. Non, mais, il fait exprès. Merci, cher Loïc. Avec grand plaisir. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Je vous laisse découvrir son invité. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Katrina Patchett. Bonjour Katrina. Salut. Alors, comment ça va? On te connaît vraiment très bien, notamment parce que tu as été une des danseuses phares de Danse avec les stars. Depuis, tu as commencé en 2011. 2011, depuis la première saison. Tu as participé à toutes les saisons? J'ai loupé une saison, mais j'ai fait une saison également en Australie. Oui. Donc, la saison que j'ai loupée en France, tu l'as rattrapée là-bas, quoi. Donc, en fait, Danse avec les stars dans ta vie depuis 2011, oui. quoi. Exactement. Ta dernière participation, c'était au bras de David Douillet? Exactement, oui. Bon, il n'a malheureusement pas fait non, feu. Mais quelle expérience, parce que c'est un homme... c'est un homme, tout court, mais j'ai appris beaucoup de choses de cet homme parce qu'il a passé par tellement de phases dans sa vie. J'avais eu la chance de l'interviewer. Que ce soit dans le business, dans la politique, dans le sport, et il a une mentalité qui est extrêmement intéressante et puis c'est une personne... c'est une belle personne humainement. Ouais, humainement parlant. D'accord. Waouh. Et énormément comme moi. Ah, voilà. Quels sont les projets en ce moment même? Alors, en ce moment, il y a plein de choses. Je suis actuellement en tournée avec la troupe Dépendance, où il y a Maxime de Remez qui est le metteur en scène, directeur artistique dessus. On termine le 18 juin à Nantes, donc il nous reste encore un peu plus d'un mois de tournée. En dehors de tout ça, je commence à faire la direction artistique et l'organisation des événements via moi-même, via ma boîte de production. Donc ça, c'est ma nouvelle petite casquette et je prends énormément de plaisir à être un petit peu plus en backstage et laisser les artistes T'as moins envie d'être sur scène? J'adore être sur scène, mais j'adore également organiser aussi et de laisser les autres en avant-scène. Donc ça, c'est super. Et puis, il y a des collaborations avec une marque de chaussures. Des marques, oui. Une marque de chaussures, une marque de sacs, enfin voilà. Tu fais ce qu'on appelle des collections capsules, en exactement, fait. Exactement. Si t'en as déjà fait aussi. Oui. J'ai vu. C'est la partie influence. Mais on adore parce que ça, enfin voilà, c'est une autre manière de c'est aussi de la DA, c'est de voilà. la création. Si tu veux bien, on va cesser de se projeter dans le futur, on va faire un petit bond dans le passé. Allez. Bon, toi, on l'a dit, tout a commencé, on t'a découvert en France sur TF1, Danse avec les stars, mais t'es née en Australie, t'es australienne. Oui, je suis australienne. Je suis née en Australie, à Perth.
Et, Quelle enfance t'as eu là-bas? Parce que j'ai aucune idée, moi, perso, de franchement, comment ça se passe. Franchement, ça n'a rien à voir de ce qu'on vit en Europe. C'est qu'on vit dehors, on vit au soleil, on vit dans le jardin, des barbecues, la plage, les sports dehors, maillot de bain, de faire la pêche avec papa sur son bateau. Enfin, voilà, c'est complètement autre chose. Mais la danse, elle a toujours fait partie de ma vie. T'as des frères, des sœurs? Non, je suis fille unique. T'étais fille unique avec des parents qui sont danseurs? Mes parents, c'était des danseurs extraordinaires. Ils étaient 7e au monde pendant leur carrière de danse. Au monde? Au monde. Et ils dansaient donc, c'était une sacrée pression pour moi. Oui, mais si les deux sont forts, a priori, ils vont te transmettre ça quand même. Oui, mais bon, quand même, il fallait être à la hauteur de tout ça. Mais ça veut dire que j'ai eu une très bonne éducation dans la danse dès le départ, grâce à eux. T'as commencé à danser à quel âge? Officiellement ou officieusement? Officieusement. Officieusement, dans le ventre. Ma mère m'a dit que je tapais. Elle donnait des cours jusqu'à une semaine avant d'accoucher. Elle m'a dit que dès qu'il y avait une musique forte, je tapais en rythme dans le ventre. Donc, oui, donc tu as toujours eu le rythme en toi. Et officiellement, à 3 ans, ils ont commencé à me donner des cours. Oui, donc c'est Parce aussi... que je dansais de toute manière dans l'école de danse. Depuis toujours. Et mon père, il regardait et dit, elle fait n'importe quoi, donc je vais commencer à lui donner des cours. Voilà. Il trouvait, à 3 ans, il disait déjà que c'était n'importe quoi. Ah, parce que je dansais de toute manière. Il ne voulait pas me donner des cours, parce que normalement, la danse à 2, on ne démarre pas aussitôt. Dès l'âge de 3 ans, tu as fait la danse à 2? J'ai pas commencé par le classique jazz et tout ça, direct par la danse en couple. Et danser toute seule, c'était pas quelque chose qui t'intéressait? Non. Ma mère, elle a voulu m'inscrire. J'ai fait 2 semaines de moderne jazz et classique. Et j'ai arrêté. Non. Mais ça veut dire que tout de suite, dès ton plus jeune âge, il fallait que tu t'entendes aussi avec quelqu'un d'autre. Bah oui. C'est pas forcément évident. Je dansais avec papa et beaucoup. Et à 7 ans, j'ai fait mes premières compétitions. À 6-7 ans? Ouais, à 7 ans, j'ai gagné mon premier championnat d'Australie. T'étais championne d'Australie? Ouais, t'en as eu des titres. Voilà. Mais parce qu'en plus, dans Danse avec les stars, t'en as remporté d'autres, donc t'es habituée un petit peu au... Ouais. Ça, après, Danse avec les stars, ça reste... c'est des petits titres. Du divertissement, mais t'en as eu beaucoup, quoi. Je veux dire, le vrai titre, c'est celle qu'on a... C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Katrina Patchett, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Qu'est-ce qu'il faut soigner en priorité ? La planète et la Terre, évidemment, mais il ne faut pas oublier celles et ceux qui souffrent. Mais effectivement, les personnages sont pris dans cette idée très curative de dire ils vont mal, est-ce que je vais leur donner des antidépresseurs ou est-ce que je leur offre un débouché ? Et là, ils s'engueulent en se disant mais écoute, si tu fais ça, c'est simplement tu permet qu'on passe le point de bascule. Le livre est tourné sur ce point de bascule. Vous le connaissez, Emmanuel, ce point de bascule, à quel moment il arrive ? Dans quelques années, dans 2 ou 3 ans, nous dit le GIEC. Et c'est quoi le point de bascule ? 2024, c'est ça ? 2025, 2025 et 2030. Voilà. Et le point de bascule, c'est ce point où tout devient irréversible, où les pôles peuvent fondre, où les courants s'inversent, où la mer monte de 6 mètres, etc. Et ils ont cette obsession du point de bascule en se référant à une autre chose que j'ai découverte, je ne connaissais pas l'existence, mais qui est l'horloge du désastre. Emma, vous connaissez l'horloge du désastre ? Pas du tout. L'horloge du désastre, c'est la borne d'Einstein et des physiciens nucléaires d'après-guerre qui ont monté ça à Chicago, qui est une horloge qui le règle au doigt, en disant combien de minutes nous séparent de la fin du monde. Et donc, quand la guerre froide... à échelle de l'histoire de l'humanité. Ils se rapprochent de minuit, voilà. et ils ont essayé de faire ça. Et vous savez quelle heure il est ? Alors moi, je sais parce que j'ai lu le bouquin. Non, je sais pas. Docteur Schweitzer, il est minuit moins 5. Carole, vous parlez même de parentalité 4.0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, être parent, ça implique de se tenir au fait des technologies et pour bien comprendre en fait l'environnement numérique de nos enfants, nos petits-enfants, puisque ça concerne aussi les grands-parents qui viennent souvent suppléer leurs propres enfants. Donc voilà, il ne faut pas lâcher, c'est-à-dire que les parents et les grands-parents doivent se tenir au fait des technologies. Ça, c'est important. Ils doivent donc installer un contrôle parental. Donc moi, je suis ravie de voir qu'il
qu'il y a des technologies d'application, enfin des applications comme la vôtre qui sont formidables, faciles d'utilisation, parce que c'est un peu souvent le reproche qui est fait de dire c'est compliqué, ils sont tous différents les uns des autres. C'est pas si compliqué que ça. Il y a d'ailleurs un site qui s'appelle jeprotegemonenfant.gouv.fr qui aide notamment les parents à installer des contrôles parentaux en fonction de leurs outils et de leur opérateur. Donc il n'y a plus d'excuses pour ne pas en avoir un. Et puis c'est vrai qu'il faut reculer un maximum l'âge où on équipe ses enfants. C'est-à-dire que les chiffres que vous citez, que je cite aussi dans le livre, ils sont absolument pas acceptables. On ne peut pas considérer qu'être parent aujourd'hui implique de fournir un téléphone portable dès 6 ans à son enfant. Est-ce qu'il suffit de décréter la lecture grande cause nationale pour que tout se débloque ? Bien sûr que non. C'est un long travail et on n'est qu'au début, mais comme l'a dit Florence, la grande cause nationale nous a permis de développer encore plus nos actions. Par exemple, au Petit Champion de la lecture, et grâce au soutien du Centre national du livre, nous avons pu créer des finales régionales au format physique dans des théâtres de région et des grandes médiathèques. Donc c'est quelque chose, la grande cause nationale, qui nous permet toujours d'avoir plus d'impact, de toucher davantage de public, et notamment dans les quartiers politiques de la ville, les zones empêchées, comme l'a dit également Florence. Au Petit Champion de la lecture, on a 17% des enfants qui participent à notre grand jeu, qui sont en zone REP, REP+, donc en réseau d'éducation prioritaire. Donc oui, la grande cause nationale est très utile, et ce serait bien qu'elle dure encore plus. Alors dites-nous en plus, s'il vous plaît, Magali. Moi je suis très curieux, et devinez quoi, Mathilde aussi. Ça ressemble à quoi ces finales ? Alors, une finale réunit des champions qui ont été élus dans leur classe, puis dans leur département comme champions de leur école et de leur département. Et alors, chaque enfant, en finale régionale, par exemple, ou à la finale nationale, qui aura lieu le 28 juin à la Comédie Française, chaque enfant monte sur scène et lit à voix haute un extrait de 3 minutes du roman qu'il a choisi. Et à la Comédie Française, l'enfant sera accompagné de l'auteur du livre du roman qu'il va lire. Donc ça, c'est un moment très très fort de rencontre entre l'auteur et le lecteur, qui a été précédé par une visite de l'auteur dans la classe de l'enfant. C'est une proposition que vous faites aux parents avec Mr Arthur, cette application que vous lancez et qui propose encore une fois de revoir un petit peu la façon dont on peut pacifier, pour soyons fous, notre rapport à l'écran quand on est enfant. Vous proposez quasiment, ou carrément d'ailleurs, aux enfants de prendre conscience aussi du temps d'écran qu'ils utilisent, qu'ils consomment chaque jour, pour peut-être mieux les utiliser. Absolument. En fait, le constat qu'on a fait au début du projet, c'est de se dire qu'on était tous dans le même bateau. Donc il n'y avait pas de raison d'avoir une approche aussi brutale et descendante que celle qu'on peut retrouver dans les applications de contrôle parental classiques, où en fait les enfants sont absolument pas impliqués dans le processus, on leur explique rien, ils sont, entre guillemets, ils sont confrontés à des limites du jour au lendemain, ce qui crée en fait un phénomène de rejet d'organes et beaucoup de difficultés en fait à maintenir dans le temps ce contrôle parental. Donc nous, on a voulu impliquer les enfants et aussi en fait traiter un sujet qui n'est pas vraiment traité dans les applications de contrôle parental qu'on retrouve depuis une dizaine d'années. C'est que pour nous, il y a un sujet de temps d'écran, c'est évident, mais il y a surtout un sujet de contenu. Et ce qu'on a souhaité, c'était mettre en avant du contenu éducatif. Donc le principe de l'app, il est très simple. C'est que les enfants doivent passer du temps sur des apps éducatives pour débloquer leurs applications préférées, type YouTube, Roblox ou d'autres jeux comme ça. Donc voilà, en tout cas, l'enfant est au cœur de l'application. Magali, les professeurs, aujourd'hui, les enseignants doivent redoubler de créativité. Il y a un effort à faire de leur part, justement, pour attirer à la lecture. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que présenter la lecture sous la forme d'un jeu, comme on le fait, ça aide les enseignants à motiver les élèves. Et ensuite, en effet, ils ont besoin d'outils. La lecture à voix haute n'est pas quelque chose qui a été de manière constante
inscrite dans les programmes scolaires depuis le début de l'enseignement. C'est revenu dans les programmes depuis une quinzaine d'années et donc les enseignants n'ont pas nécessairement été formés à ça et sont très en demande de fiches pédagogiques, de vidéos tutos à projeter en classe, de webinaires. Donc on travaille beaucoup à leur donner aussi ces outils-là, ces ressources pour savoir comment faire lire à voix haute un groupe d'élèves. Florence Aymar, en France, on apprend à lire, on apprend, aller avec bonheur, à aimer lire, ça c'est dans la deuxième étape. Est-ce qu'on apprend à s'exprimer ? Alors, comme le disait Magali très justement, c'est quelque chose qui est récent dans nos programmes. Et il y a un vrai enjeu autour de la lecture à voix haute et l'enjeu de s'exprimer devant un public. Et c'est vraiment chouette que ce soit maintenant dans nos programmes. Mais il y a un réel besoin d'apprentissage d'expression à voix haute, de lecture à voix haute. Je vais vous la poser maintenant, la question. D'ailleurs, ce président de la République, Emmanuel Macron, il avait, si mes souvenirs sont bons, au soir de sa réélection, dit que la jeunesse était sa priorité absolue. D'ailleurs, il est arrivé devant la foule, précédé par une ribambelle d'enfants. Vous avez l'impression qu'il y a une politique de jeunesse cohérente aujourd'hui ? C'est compliqué d'avoir une politique de jeunesse cohérente. Quand je dis c'est compliqué, parce qu'y compris les aspirations des jeunes sont aujourd'hui compliquées à comprendre. On a plutôt l'impression d'une société qui est en plein désarroi de ne pas comprendre sa jeunesse. Et ça concerne les autorités, mais comme les employeurs, comme parfois le système éducatif, qui probablement est calqué sur un modèle qui est maintenant le modèle de ce qu'étaient les jeunes il y a 10 ou il y a 20 ans. Mais donc à l'arrivée, vous avez l'impression qu'il y a une politique donc comme à ça l'arrivée, il y a aujourd'hui ? encore de l'espace pour construire. Merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT de l'Éducation. Pour revoir, bien sûr, toutes les émissions, schooltv.com. Sinon, c'est le canal 247 de la Freebox. Merci Loïc d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à la fois pour vos chroniques, pour l'actualité, mais aussi en toute qualité d'invité, formidablement intéressant sur la prise de parole en public. Merci aussi à toute l'équipe de School TV, aujourd'hui à la réalisation Wonder Woman Alice Pitavi, Saïd Mamou au son, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac et Laure Edmond au maquillage. Très bonne soirée à tous. Ciao.